Vraiment, on ne fait pas les choses à moitié, c'est-à-dire qu'on ouvre la grande salle, pour que vous soyez le plus à l'aise possible pour projeter un film, parce que le sujet pour nous est important, voyez-vous. Non, sérieusement, je vais vous laisser travailler, poser des questions, vous pouvez exposer ce que vous avez à exposer sur le sage. C'est vrai que c'est des sujets techniques, mais le fait de pouvoir permettre aux habitants de participer et de comprendre, parce que c'est aussi une question aussi d'acculturation aussi au sujet, qui est déterminant pour mieux comprendre ce qui s'y passe et les décisions qui vont être prises. Et parce que quelque part, vous serez aussi les ambassadrices et les ambassadeurs du sujet. Et c'est important. Une politique peut avoir sa vision, utilise les moyens qu'il a, mais ça fonctionne bien aussi quand vous en parlez dans la rue auprès de vos amis, de militants, de familles, pour faire passer le message. Ça participe de ça aussi. Donc voilà, j'ai juste ça à vous dire. Vous remercie pour votre présence. Et vous souhaitez un bon travail. Emmanuel, je ne sais pas si. Alors, Emmanuel Gaubry, qui est élu en charge notamment de la transition écologique sur la ville d'Épinay, mais qui est aussi le président directeur général de la SEMGEP, qui est la géothermie, parce qu'à Épinay sous Sénart, vous avez de la géothermie depuis maintenant, 1984 maintenant. Voilà, c'est un autre sujet. Un jour, on aura à se revoir sur ce sujet-là, en tout cas, vous soyez bienvenus. Donc voilà, je vais laisser Emmanuel Gaubry nous représenter dignement et beaucoup plus intelligemment que je le ferai par ailleurs s'il était resté. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention et messieurs, mesdames, bonne réunion. Merci. Le spectacle commence. Baptiste Lévesque va vous présenter en fait tout le cadre du sage, de la révision de la concertation, puis après on aura du temps pour débattre. Juste, je me permets, avec micro ou sans micro, mais si vous m'entendez, c'est très bien, de dire deux mots quand même sur mon rôle dans cette aventure-là, qui va durer 2 mois. Je représente donc la Commission nationale du débat public, qui est une instance, comme son nom l'indique, nationale, qui anime des débats publics pour le compte de grandes entreprises, mais aussi évidemment de l'État, des services publics, etc., qui ont des projets importants sur le territoire national. Nous sommes 250 garants à l'échelle nationale. Ils sont à disposition de ceux qui nous sollicitent, soit parce que le dispositif qu'ils prévoient de mettre en œuvre oblige à faire une concertation, soit c'est facultatif et ils décident de le faire parce qu'ils pensent que c'est important d'associer les habitants aux projets qui les concernent, très concrètement. Voilà. La Commission nationale a 25 ans d'existence. C'est quand même une spécificité française. On peut dire qu'on peut être fier d'avoir un organisme indépendant qui veille à ce qu'on a plusieurs missions, notamment veiller à ce que tous les éléments d'information soient donnés à l'ensemble des publics, à vous ce soir et à tous ceux qui ne peuvent pas venir ou qui viendront d'autres fois. Il est important pour pouvoir débattre, d'avoir une connaissance du sujet, de pouvoir comprendre. Donc c'est des temps comme ça qui sont aussi des temps entre guillemets pédagogiques où on essaye de faire comprendre les choses. Donc ça, je salue le travail qui est mené là par le porteur de projet, la commission locale de l'eau, en fait, et puis avec le siège bien évidemment. Notre rôle aussi est de veiller à ce qu'il y ait une équivalence de traitement de la parole des uns et des autres. C'est pas le siège a des choses à dire, mais vous en avez aussi, tout aussi importantes, soit à titre individuel, soit à titre associatif, et il faut que ça puisse s'exprimer dans le cadre de ce débat préalable, cette concertation préalable, et que ça puisse être remonté au niveau où il le faut pour traiter vos questions, vos préoccupations. Les garants sont complètement indépendants, on n'a pas d'avis, enfin à titre de citoyen je peux en avoir un, mais quand je suis dans ma mission, je n'ai pas d'avis à vous donner, j'écoute et je veille à ce que les choses se passent bien. En amont, on a travaillé, j'ai un rôle de prescripteur, on a travaillé avec les collègues de la commission locale de l'eau pour penser un peu cette concertation, voir comment elle pouvait s'organiser, y compris sur les documents sur la documentation.
Et puis mon rôle sera également de faire un bilan de la concertation après la dernière date qui est prévue, mais ça sera redit sans doute tout à l'heure, la dernière date de débat public et je vais vous la donner, désolé. Ça doit être, c'est fin novembre, le 25 novembre, voilà, donc à cette date-là, la concertation préalable sera close, et j'aurai un mois après cette date pour faire mon rapport de concertation, dans lequel on retrouve une présentation du projet, de ce qui est envisagé d'être fait, mais surtout on retrouve vos principaux sujets de préoccupation, vos propositions et l'ensemble de ce que vous aurez pu dire les uns et les autres au cours de ces différentes rencontres, puisqu'il y a des balades, il y a des réunions qui sont prévues, et il y a aussi des moments aussi qui ont été appelés forums, où on va prendre plus le temps sur des thématiques et des moments de travail, de co-réflexion, et autrement que dans une configuration comme ce soir, qui est plus une configuration d'information et de réponse à des questions, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas un atelier de travail. Voilà. Merci de votre attention et voilà, vous pouvez aussi me contacter si nécessaire. Je suis dans la plaquette, je présente plus en détail mon rôle et puis voilà. Bonne réunion. Bonsoir aux nouveaux arrivants et puis merci à toutes et tous d'être présents pour ce soir à cette réunion publique. Donc, qui va porter sur, tout d'abord on va présenter rapidement ce qu'est le SAGE de Lierre et ensuite pourquoi on fait sa révision. Donc alors là on va faire quelques rappels on va dire réglementaires. Donc tout d'abord à l'échelle européenne il y a la directive cadre européenne qui a été adoptée le 22 octobre 2000 qui fixe un cadre sur la gestion de l'eau à l'échelle européenne et qui donne des objectifs de résultats et notamment l'atteinte du bon état des eaux. La traduction à notre échelle nationale, c'est la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui cette fois-ci cadre la gestion de l'eau sur notre territoire. Elle renforce la portée donc, de documents. Donc, le premier document, c'est les SDAGE, donc, qui sont à l'échelle hydrographique, qui intègrent des objectifs de la DCE et de la loi LEMA, donc de la LEMA. Et ensuite, à l'échelle plus locale, il y a les SAGE. Donc les SAGE, c'est à l'échelle des bassins versants et ça permet d'intégrer les enjeux locaux et finalement d'avoir ce bon état des eaux, mais à l'échelle locale. Donc ici, notre échelle locale, c'est le bassin versant de Lierre. Donc il y a 3 instances. La première, c'est la Commission nationale sur l'eau, qui donne des avis sur les grandes orientations de la politique de l'eau à l'échelle nationale, qui fixe des projets d'aménagement donc nationaux et des projets de textes législatifs et réglementaires. Ensuite, à l'échelle des SDAGE, il y a les comités de bassin qui produisent les documents qui vont accompagner les SDAGE. Et enfin, il y a la clé qui est à l'échelle locale et qui va adapter donc, la politique de l'eau aux enjeux territoriaux. Donc la clé, c'est un peu reconnu comme le petit parlement de l'eau. Donc le SAGE, ça veut dire quoi? Donc tout d'abord, le S veut dire schéma, donc qui se traduit finalement par 3 documents, qui est le règlement, le PAGD et l'atlas cartographique. Le A qui est là représente l'aménagement, donc ça va se traduire par une planification de travaux qui vont être déclinés dans des contrats de bassin ou des contrats de territoire. Ensuite, le G qui rapporte à la gestion donne des objectifs finalement du bon état des eaux sur le bassin versant. Et enfin, le O qui fait référence à différents types d'eau, donc que ce soit les eaux pluviales, les eaux usées, ou les eaux de surface, ou souterraines. Donc le PAGD et le règlement fixent par enjeu les objectifs de gestion équilibrée des ressources. Les prescriptions inscrites au PAGD sont opposables directement aux décisions de l'État et des collectivités, tandis que le règlement fixe donc des règles qui sont opposables aux tiers et à l'administration. Le rapport d'évaluation environnementale, qui est un document d'accompagnement avec ces 3 documents réglementaires, va présenter finalement les mesures qui vont être prévues pour réduire ou compenser les éventuelles incidences négatives. Donc, le SAGE de Lierre, c'est un projet de territoire qui fixe donc, des objectifs, des moyens prioritaires et des mesures pour préserver et restaurer la qualité de l'eau
mais aussi garantir l'ensemble des usages qui y sont associés, notamment aussi les activités économiques. Pour ce faire, il y a des temps de concertation, donc à travers des dialogues et des échanges dynamiques entre les différents acteurs du territoire. Ensuite, il y a cet objectif aussi de préparer l'avenir, d'avoir une vision à long terme avec des planifications qui sont justement gérées par ces projets de révision. Ensuite, il y a une coordination des acteurs pour que finalement on développe des solutions cohérentes à l'échelle des territoires. Et enfin, il y a quand même une portée juridique avec un encadrement. Donc le SAGE aujourd'hui, notre territoire, c'est le bassin versant de l'Yerres. Donc quelques chiffres sur le territoire. Alors, le bassin versant de l'Yerres, il est situé sur le plateau de Brie, donc au sud-est de Paris. C'est une superficie d'environ 1000 km² sur 3 départements que sont l'Essonne, la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne. Donc pour un total de 116 communes environ. En 2016, il y avait 640 000 habitants sur le territoire. La particularité du territoire, c'est qu'il est à dominante agricole. Environ 58% des terres sont des espaces agricoles. Avec un amont qui est très agricole et un aval qui est très urbanisé. Donc il y a une spécificité des enjeux qui devra être adaptée, devra être déclinée à l'échelle vraiment très locale et communale. Sur le territoire, il y a 105 ICPE qui sont soumis à l'autorisation, 14 Céveso, donc c'est des 14 qui sont soumis à l'enregistrement. Les Céveso, c'est des sites c'est des sites industriels qui présentent des risques majeurs d'accidents. C'est des installations classées pour la protection de l'environnement. Ensuite, il y a 6 carrières en exploitation, 36 les sols pollués, et 3 sites qui sont en redevance avec rejet direct dans l'eau. Enfin, l'Yerres est connu aussi pour ses activités touristiques, que ce soit la pêche ou le canoë-kayak, qui sont très présentes. Donc on a un site qui est constitué d'une grande richesse naturelle. Donc il y a 27 SNIEF qui sont recensés. Donc c'est des zones naturelles à intérêt écologique, floristique et faunistique. Et donc 27 de type 1 et 10 de type 2. Ensuite, il y a plusieurs espaces naturels sensibles. Une zone Natura 2000 qui débute de Lierre, de sa source, jusqu'à Chaumes-en-Brie, qui est donc une zone Natura 2000 au titre de la directive Habitat, où il y a une spécificité d'une faune piscicole relativement rare en Île-de-France, mais également une végétation qui se fait également rare. Ensuite, sur le territoire, il y a environ 1920 hectares de zones humides qui sont identifiées, et le but, vraiment, c'est de les préserver et restaurer celles qu'on a perdues. En matière d'hydrologie, donc l'Yerres, c'est à une longueur d'environ 90 km. Donc elle prend sa source en sortie de l'étang de Guerlande et va jusqu'à sa confluence avec la Seine à Villeneuve-Saint-Georges. Le réseau hydrographique total du bassin versant, il s'estime à environ presque 800 km. Avec 8 principaux affluents, que sont le Rue de Bréon, la Marsange, la Barbe-en-Sonne, le Réveillon, le Rue de l'étang de Beuvron, la Lisandre, l'Ivron et le Rue d'Avant. Et enfin, il y a la nappe du Champigny, qui est une excellente ressource souterraine, mais qui est fortement exploitée. Et donc, face à ça, il y a des enjeux qu'on doit préserver, et notamment à travers le règlement dans le SAGE. Donc, quels sont les usages sur le territoire? Donc, tout d'abord, il y a les usages agricoles. Il y a environ 13% de prélèvements qui sont effectués dans la nappe de Champigny, et qui ont servi à irriguer les nombreuses terres qui sont présentes sur le bassin versant. Un chiffre important, c'est qu'il y a une forte augmentation, donc environ 97% d'augmentation entre 2012 et 2017. Donc voilà, faut savoir gérer avec, et avec le changement climatique et les réductions des débits d'eau et des infiltrations d'eau dans les nappes, il va falloir pallier avec et donc développer des solutions alternatives pour économiser l'eau et continuer à avoir cet usage agricole des terres. Ensuite, il y a les activités industrielles également qui sont très présentes et qui relèvent environ 10% des prélèvements en 2017, dont 3 pour le secteur pétrolier. Enfin, il y a les loisirs, donc avec la pêche et l'activité de canoë-kayak, qui figurent parmi les activités les plus pratiquées sur le bassin versant, relativement à l'eau. Il y a environ 79 des prélèvements de la nappe qui sont destinés à un usage domestique, donc pour un prélèvement d'eau potable.
avec une augmentation environ de 25% de 2012 à 2017. Donc c'est moindre que pour la partie agricole, mais pareil, avec l'augmentation de la population sur le territoire, forcément ça se traduit par une augmentation de la consommation d'eau potable. Ensuite, il y a les golfs également, qui sont intégrés dans les usages des territoires, parce que c'est des gros consommateurs d'eau pour préserver ces terrains de golf. Et enfin, il y a l'élevage. Donc c'est très minoritaire sur le territoire, mais c'est quand même des gros consommateurs d'eau qu'on doit intégrer dans les politiques. Alors la DCE avait initialement imposé donc, une atteinte de bon état des eaux en 2015. Donc le bon état des eaux, ça se traduit tout d'abord par un bon état chimique, donc une bonne qualité de l'eau. Ensuite, pour un bon état quantitatif, donc c'est-à-dire qu'on ait suffisamment d'eau dans les nappes et dans les rivières pour satisfaire les différents usages. Et un bon état écologique, donc qui se traduit par une continuité écologique fonctionnelle, avec la présence de zones humides qui ont un intérêt d'une part pour la diversité, mais également pour le climat. Donc sur l'Yerre, sur le bassin versant, il y a donc ce que vous voyez, c'est que par exemple le rue de Parc-Monceau et le rue de Cornillot, ils ont plutôt une évolution de la qualité écologique qui s'est dégradée. Tandis que, par exemple, l'étang d'Armanvilliers ou le rue d'Avon, c'est amélioré sa qualité. En matière de la qualité chimique, on retrouve par exemple la Visandre ou la Barbançonne qui ont diminué. Par contre, toujours le rue de l'étang de Beuvron, cette fois-ci, qui a augmenté sa qualité, amélioré sa qualité par rapport à l'état chimique. Et finalement, l'évolution de l'état chimique et quantitatif se traduit par en fait très peu d'évolution. Et d'où cet intérêt fait de cette révision d'usage pour qu'on puisse atteindre les objectifs de la directive cadre européenne, donc, qui fixe un bon état des eaux en 2027, sauf pour le rue de la Vallière qui n'est pas imposé par cette directive. Alors, un peu d'histoire sur le sage. Donc, tout d'abord, l'idée du sage, elle est émergée en 1992. Donc, entre 1992 et 2003, il y a eu des études qui ont été réalisées, tout d'abord pour délimiter le périmètre du sage, et enfin pour créer l'instance qui est la clé. Ensuite, de 2016 à 2011, il y a eu sa phase d'élaboration, donc avec un état des lieux et un diagnostic écologique qui a été réalisé sur le territoire, le développement de la stratégie, et puis la rédaction des documents, donc l'atlas hydrocartographique, le règlement et le PAGD. Et ensuite, il y a eu cette validation en 2006, et donc jusqu'en 2011, pardon, qui était validé en 2011, et ensuite donc de 2011 jusqu'à aujourd'hui, le SAGE il a été mis en application, et en 2018, il y a eu cette volonté de réviser le SAGE. Donc tout d'abord, la décision a été instaurée le 22 juin 2018, pardon. Et ensuite, le 27 février 2020, il y a eu la validation de l'état des lieux qui a été mise à jour. Et enfin, le 7 juillet 2021, il y a la validation de la vision de l'IR 2054. Donc pour ceux qui ont participé aux ateliers d'arpentage géographique, photographique, pardon. Et voilà, ça a permis justement de valider cette vision de l'IR en 2054. Donc c'est une vision à long terme. Donc, la commission locale de l'eau, elle se compose de 24 élus, 13 usagers et 11 membres de l'État. Les objectifs du SAGE, donc c'est le bon état des eaux d'ici 2027, et donc ceci se traduit à partir de 5 enjeux qui tiennent compte des spécificités du territoire. Donc tout d'abord l'enjeu 1 qui consiste à améliorer la fonctionnalité écologique des cours d'eau et des milieux associés, donc par exemple les zones humides. L'enjeu 2 qui consiste à améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines, et aussi ce qui est important c'est de prévenir toute dégradation, donc toute pollution éventuelle. L'enjeu 3 c'est la maîtrise du ruissellement, et via la maîtrise du ruissellement on souhaite améliorer la gestion des inondations. L'enjeu 4 consiste à améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau pour justement satisfaire à l'ensemble des usages. Et enfin, le 5e enjeu, c'est restaurer et valoriser le patrimoine et les usages liés au tourisme et aux activités de loisirs. Donc pour cela, il y a différents acteurs qui œuvrent au quotidien pour mettre convenablement le SAGE dans les différents règlements et les différents documents d'urbanisme. Donc tout d'abord, il y a les collectivités territoriales et leurs groupements, les différents partenaires techniques, les services de l'État, la clé, le SIAGE à travers aussi ses actions, et enfin d'autres acteurs locaux, que ce soit les propriétaires, les riverains,
et les différents usagers. Enfin aussi le milieu agricole et industriel. Donc le sage de demain. Alors pourquoi on révise? Donc suite au diagnostic qui a été réalisé. Donc ça rentre en fait finalement dans une phase qui est assez naturelle dans tout document. Donc il y a eu cette phase d'émergence, l'élaboration, la mise en œuvre de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, cette volonté de réviser. Donc avec un bilan, une évaluation, et puis après, lors de la révision, une étude prospective pour justement définir une nouvelle stratégie et s'orienter par rapport aux enjeux actuels, donc notamment les enjeux liés au changement climatique et aussi à l'ensemble de l'augmentation des usages liés aux ressources en eau. Donc, pourquoi on révise? Donc, pour prendre du recul, surtout pour mieux avancer ensuite par la suite. Pour actualiser l'état des lieux du territoire, parce que de 2011 à 2018, le territoire a fortement évolué. Aujourd'hui, on a des cinétiques de changement qui sont vraiment importantes, comme on peut le voir déjà avec le changement climatique, avec des pluies qui s'intensifient. Et donc aussi mettre à jour l'atlas cartographique qui en résulte. Pour, comme je disais, donc, repenser le sage par rapport aux enjeux d'adaptation au changement climatique. Donc, tout ça par rapport avec, par exemple, les solutions fondées sur la nature. Et ensuite, pour prendre en compte les évolutions du stage, qui sont documents supérieurs au sage de l'IR, et donc qui va être défini donc, de 2022 à 2027. Qui finance ce projet de révision? Le principal financeur, c'est l'Agence de l'eau Seine-Normandie, et le SIAGE aussi, en tant que structure porteuse, qui va apporter des moyens humains et financiers pour ce projet de révision. Le lot de cette étude de révision, elle a été définie en 3 lots. Le premier lot donc, consisté à faire l'état des lieux, actualiser cet état des lieux et produire l'atlas cartographique, faire un bilan et une évaluation du SAGE, et enfin, suite à cette concertation et à l'évaluation environnementale, il va y avoir la production des nouveaux documents, donc le règlement et le PAGD, qui va intégrer la nouvelle stratégie avec l'adaptation au changement climatique. Ensuite, le lot 2, c'était l'étude prospective participative, encore une fois, liée à l'adaptation au changement climatique. Donc il y a eu deux axes majeurs, donc la vision de l'IR en 2054, et puis aussi sa déclinaison de stratégie opérationnelle à moyen terme, donc à l'échéance 2027, qui est l'échéance fixée par la directive cadre européenne pour l'atteinte du bon état des eaux. Et enfin, le troisième lot qui est réalisé par ADAGE consiste à l'évaluation environnementale, donc qui est obligatoire dans tout projet qui va impacter la population et qui va aussi finalement aider à avoir une réflexion assez stratégique sur ces documents. Alors le calendrier, donc le bilan et l'évaluation du SAGE 2011-2020 ont été validés en clé en 2020. Ensuite, le février 2020, toujours, il y avait eu cette actualisation des documents du SAGE, notamment l'état des lieux et l'atlas cartographique. La phase actuelle, elle consiste à ces temps d'échange sous le prisme du changement climatique. Et enfin, la prochaine phase, ça va être les révisions et la réécriture des documents, comme je parlais, donc sont le projet d'aménagement et de gestion durable et le règlement. Et puis ces annexes cartographiques également. Donc, à ceux qui ont participé aux ateliers d'arpentage photographique, donc il y a eu 3 ateliers qui se sont déroulés en automne 2020, donc à Soignes-Lambry, Courpalais et Pinay-sous-Sénard. Donc c'est à peu près les sites qu'on a retenus pour ces forums et les réunions publiques, sauf Courpalais qui a été modifié par Comble-la-Ville. Et en février 2021, il y a eu 4 commissions thématiques, donc qui ont regroupé une vingtaine de participants à chaque fois. Qui ont lieu donc à Rozay-en-Brie, Tourne-en-Brie, Brie-Contrebert et Neufmoutier-en-Brie. Donc le premier atelier s'était organisé sur une journée. L'objectif c'était de partager les enjeux techniques de l'eau et des milieux aquatiques et puis révéler les craintes et les espoirs des habitants par rapport au contexte du changement climatique. Les commissions thématiques également c'était organisé sur une seule journée et l'objectif c'était d'échanger par rapport à une vision qui permettra de construire ce nouveau SAGE avec une réflexion qui s'est appuyée sur un scénario tendanciel de 30 ans qui décrivait l'évolution du climat d'une part, mais aussi comment les politiques de l'eau vont évoluer au cours des 30 prochaines années.
Donc par rapport au climat, ce qui est retenu d'ici 2050, c'est une augmentation des températures de plus à 1 degré sur le territoire, des événements extrêmes, donc on a pu le voir par exemple en 2020 avec des pluies qui sont relativement intenses, qu'on va devoir gérer plus fréquemment, et aussi une augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses, donc qui pose problème pour tous les usages de l'eau, et notamment par exemple l'usage agricole qui est le principal consommateur d'eau sur le territoire, qui devra adapter ses méthodes d'irrigation et puis aussi ses pratiques agricoles. Alors l'impact de ces 3 modifications des événements climatiques, ça va se traduire par des cours d'eau qui vont être beaucoup plus sensibles à la pollution, parce que on s'attend à une diminution d'environ de l'ordre de 30% des débits, donc de 10 à 30% d'ici 2050. Donc des cours d'eau qui ont des débits plus faibles, c'est des cours d'eau qui ont une capacité de dilution moindre, et donc finalement, pour une même charge de polluants qui sont injectés dans la rivière, il en résulte des concentrations beaucoup plus intenses, et donc les écosystèmes aquatiques vont devoir gérer cela. Des diminutions des débits, ça va aussi se traduire par des augmentations de la température, et puis donc des proliférations de cyanobactéries éventuelles, qui ont un impact assez néfaste pour les usages de l'eau. Ensuite, il y a des pressions supplémentaires sur la biodiversité, donc avec l'effet des sécheresses qui peut induire des pertes d'habitat et en résulte des disparitions de populations, soit piscicoles ou soit d'espèces terrestres. Ensuite, il y a un effet direct également de la température de l'eau sur la faune et la flore aquatique. Et enfin, ça va se traduire par une migration de certaines espèces qui vont prendre refuge sur d'autres habitats, sur des habitats qui respectent à peu près les mêmes conditions qu'ils avaient autrefois. Et surtout, pour l'humain, ces augmentations de température, ça va se traduire par des besoins en eau plus intenses, et notamment en période de sécheresse où potentiellement il y aura des besoins supplémentaires qu'il va falloir gérer avec cette diminution des débits qui est annoncée. Donc l'inquiétude aussi qui est importante, c'est l'incertitude par rapport à la recharge des nappes, parce que d'ici 2050, pareil, comme pour les débits, on s'attend à une diminution de 10 à 30% de la recharge des nappes. Donc on connaît la nappe de Champigny, c'est une ressource très importante sur le territoire, et donc dès aujourd'hui, il faut mettre en place des politiques qui vont pouvoir gérer, qui vont pouvoir accepter cette diminution de la quantité d'eau sur le territoire. Donc le risque tiré en entreprise, c'est d'avoir des politiques essentiellement réactives, et donc ça c'est assez difficile à gérer parce que c'est souvent dans des situations d'urgence. Et donc l'objectif de SAGE, c'est justement d'avoir des politiques proactives et donc de prévoir ces situations d'urgence pour mieux les gérer. Donc la politique de l'eau en 2054, c'est l'aiguillon de la directive cadre européenne qui restera active sur toute la période. Une action de l'agence de l'eau qui va respecter les orientations fondamentales d'usage 2022-2027, mais qui va être contrainte par une baisse des budgets. Une biodiversité qui devra être intégrée dans les politiques de l'eau. On le voit aujourd'hui avec la crise climatique et aussi la crise de la biodiversité qu'il va falloir également gérer au cours de ce siècle. Et puis il y a aussi ce qui en est ressorti, c'est sûrement une amélioration d'ensemble de la coordination des actions grâce à une évolution de la gouvernance de l'eau. Le SIAGE restera un acteur central et un opérateur des politiques de l'eau. Et enfin, il y aura une urgence à agir face aux effets du changement climatique, mais par contre, ce passage sera sûrement freiné par des contraintes budgétaires qui vont être réduites. Par manque d'anticipation, les effets du changement climatique pourront aboutir parfois à des situations de crise localisées, où pareil, il va falloir donc prévoir des solutions essentiellement locales par rapport à ces situations de crise, avec des dispositifs techniques palliatifs qui vont avoir pour but de compenser finalement la perte des écosystèmes qui ne cessent de se dégrader aujourd'hui depuis plusieurs décennies déjà. Donc ce qui est ressorti des ateliers d'apportage cartographique, c'est 4 grands enjeux. Donc, tout d'abord, le premier enjeu, c'était des liens sensibles à la nature, donc, qui sont facteurs de cohésion sociale. Ensuite, le second enjeu, c'était un rapport technique à la nature.
Le troisième enjeu, c'était une dynamique participative, donc avec vraiment cet intérêt que l'ensemble des acteurs du territoire, usagers compris, participent par exemple des solutions qui sont fondées sur la nature, qui sont efficaces, pas chères, et c'est souvent des solutions de non-regret. C'est-à-dire que même en les mettant en place, même si on se voit qu'on s'est trompé, quoi qu'il arrive, on en tirera toujours des bénéfices de ces solutions. Alors, ce qui est sorti aussi de ces ateliers d'arpentage, c'est des craintes et des espoirs. Donc, tout d'abord, une première crainte, c'est le dysfonctionnement de l'Yerre et ses affluents. Donc, ce que les habitants ressentent, c'est une faible résilience du territoire au changement climatique et finalement un cadre de vie général qui se dégrade. Il en est ressorti aussi une menace sur le lien à la nature des habitants par rapport au changement climatique qui induit une pression sur les écosystèmes, avec des évolutions territoriales qui sont souvent assez peu favorables, et la conjoncture des aménagements urbains et ruraux par rapport aux pressions climatiques, il y a une dégradation de l'ensemble du système. Et enfin, en l'absence de mobilisation politique, il y a des solutions qui risquent d'être mobilisées que très ponctuellement. Et on le voit aujourd'hui avec les inondations, par exemple, il faut avoir une vision à l'échelle très globale sur le territoire. Parce que par exemple, quand on a des inondations en aval, le problème, il faut aussi le traiter à l'amont du territoire. Par contre, avec ces craintes, il y a aussi des espoirs quand même qui sont ressortis. Donc par exemple, c'est favoriser ces solutions fondées sur la nature, qui sont multifonctionnelles, donc elles visent à répondre à différents enjeux, ils ont différents objectifs, et puis aussi elles sont plus résilientes au changement climatique que les approches d'ingénierie classique, par exemple la construction des barrages comme il y a eu depuis 1950, où on voit aujourd'hui qu'il y a une limite à la construction de digues et barrages, parce que si les événements extrêmes continuent à s'intensifier, il faut construire toujours plus haut, et puis à un moment, c'est un coût qui est exorbitant. Et enfin, les autres espoirs, c'était cette promotion des démarches participatives pour favoriser ces solutions multifonctionnelles, et puis pour surtout répondre aux demandes sociales qui sont ancrées dans le territoire. Donc vraiment, en tendanciel, on souhaite avoir un gain d'efficience technique suite à ces ateliers d'échange. La stratégie du SAGE, suite aux ateliers d'arpentage, elle reposera sur 3 grands principes. Donc, le premier principe, c'est une identité technique qui consiste à travailler avec la nature. On voit la nature, c'est une véritable ingénierie. Si on la laisse tranquille, en fait, elle arrive à gérer plein de pressions, d'aléas que nous, aujourd'hui, on a du mal parfois à gérer avec nos solutions d'ingénierie pure. Ensuite, il y a un second principe qui consiste à avoir des règles et des recommandations ambitieuses pour porter un conseil et un accompagnement auprès des différentes collectivités, mais aussi des gestionnaires locaux. Et enfin, le troisième principe consiste à la mise en valeur et l'expérimentation pour soutenir le conseil. Le rôle, donc il est multiple. Donc par exemple, en tant qu'usager de l'eau, usager de l'eau, ça peut être le particulier, l'habitant, le randonneur, le touriste, le sportif, le pêcheur amateur ou professionnel, l'agriculteur, l'industriel. Tout le monde est concerné. Donc tout d'abord, par rapport à la qualité des eaux dans laquelle on peut se baigner ou dans laquelle on peut pêcher. Par rapport aussi aux pratiques de jardinage, aux pratiques agricoles. Et aussi, par exemple, pour les collectivités, ça pouvait être préalablement, par exemple, l'usage de produits phytosanitaires, aujourd'hui qui commence à être réduit, notamment grâce à ces démarches zéro phyto. Enfin, par rapport à la qualité des eaux qu'on rejette, donc, et qui ont des conséquences finalement sur la facture de l'eau, parce que c'est une eau de mauvaise qualité, il faut développer des techniques encore plus poussées pour filtrer les polluants. Et ces techniques plus poussées nécessitent des investissements plus importants, donc forcément, derrière, ça se traduit par une augmentation des factures. Ensuite, ça se traduit aussi par des pratiques qui devront être plus économes en eau, donc pour justement favoriser le recyclage des eaux usées et finalement réduire notre consommation d'eau et favoriser donc, un écosystème résilient face au changement climatique. Enfin, le quatrième, des rôles des citoyens, c'est de respecter les préconisations qui sont données dans les documents du SAGE. Donc, les documents du SAGE ont un impact direct sur le citoyen, par exemple sur les permis de construire.
aussi sur les déclarations préalables, par exemple pour des travaux assez lourds et qui peuvent avoir des impacts sur les zones humides, il y a des études qui doivent être réalisées, donc ça c'est un coût aussi pour les citoyens ou pour les usagers. Donc pour ce faire, c'est pour ça que le SAGE est aussi assez restrictif par rapport à ça. Il impose des études qui sont souvent très coûteuses. En tant que propriétaire foncier, c'est-à-dire que le riverain qui est propriétaire et qui habite en bordure de la rivière, il est concerné par l'entretien de la ripisylve. Donc on peut le voir aujourd'hui, avec les aléas climatiques, on peut avoir des chutes d'arbres, des débordements d'eau. Donc tout ça, ça a des coûts aussi pour les riverains qui sont à côté, qui peuvent avoir des arbres qui viennent dans leur jardin ou sur leur terrain. Donc pour cela, c'est pour ça que c'est important d'avoir l'avis de tout le monde, de ceux qui habitent aux abords de l'Yerres, mais aussi ceux qui habitent sur le territoire, parce que tout le monde est concerné par la gestion de l'eau. Alors il y a différents moyens pour donner son avis. Tout d'abord par email, à travers l'adresse mail clé.hier@ch.org, directement sur le site internet, où il y a un formulaire qui a été réalisé et dans lequel, par exemple, si on n'a pas trop d'idées par rapport à l'avis sur lequel on doit donner, on a déjà des questions qui sont préfabriquées. Par voie postale, 7 rue Gustave Eiffel à Montgeron. Directement aussi via le registre de concertation. Donc ce registre de concertation, il se situe aux 2 antennes du siège, donc à l'antenne qui se situe à Montgeron et l'autre qui se situe à Rozay-en-Brie. Également lors des événements, que ce soit les visites de sites, réunions publiques comme aujourd'hui, les forums ou encore les stands éphémères qu'on tient à divers endroits du territoire pour justement essayer de toucher le plus de personnes possible à l'échelle du bassin versant. Alors la feuille de route qu'on tient, comme c'est évoqué, en juin 2018, il y a eu cette décision de la clé de réviser le SAGE. En 2019, il y a eu le lancement de cette étude de révision. En février 2020, il y a eu les premiers lots réalisés, donc avec l'état des lieux actualisé, le bilan et l'évaluation du SAGE qui s'est effectué de 2011 à 2018. En septembre 2020, il y a eu les ateliers d'arpentage. En 2021, donc aujourd'hui, on concerte le public pour, en septembre 2021, avoir une validation des documents LIER 2054 et les documents avec l'objectif du bon état de 2027. En fin 2021, on prévoit la rédaction du règlement et du PAGD du SAGE. Et ceci intègre les avis des citoyens et des différents usagers. En septembre 2023, il y aura la réalisation d'une enquête publique, donc ça sera encore un second temps pour donner son avis par rapport aux documents réalisés. Et enfin, il est espéré qu'en 2023, il y a un arrêté interpréfectoral qui doit approuver ce nouveau SAGE de l'Yerres, pour un début ensuite immédiat en 2023. Pour avoir plus d'infos, vous pouvez directement regarder finalement les documents qui sont sur le site du SIAGE, où il y a un onglet spécifique SAGE de l'Yerres et sa clé. Vous pouvez également contacter M. Guy Geoffroy, mais de préférence, pour toute demande sur le SAGE, vous contactez directement l'animatrice du SAGE, donc Madame Héloïse Rambaud, présente derrière. Donc vous avez ses coordonnées. Donc il y a une petite erreur dans l'adresse email, du coup c'est h.rambaud@siage.org qu'on va modifier. Par contre le téléphone c'est toujours bon. Et de préférence, il faut utiliser l'adresse clé.hier@siage.org. Merci de vos attentions et puis maintenant on est présent pour répondre à l'ensemble de vos questions. Jean-Baptiste, donc on l'a vu dans les choses importantes qui sont sorties de la concertation climatique, donc il y a la demande forte par rapport au lien à la nature qui est ressortie vraiment beaucoup plus qu'on le pensait, et puis il y a vraiment le besoin participatif. Il faut savoir que quand le premier bureau d'études a fait le bilan du SAGE, donc c'est un élément qui est sorti, c'est-à-dire que à part l'organisation des commissions locales de l'eau, etc., il n'y a pas eu assez de commissions thématiques de participation pendant la mise en œuvre. Et donc, cette fois, on va essayer de faire l'effort de répondre vraiment à cette demande qui est ressortie comme un des points négatifs du SAGE de l'Yerres. Et sur la durée, donc le SAGE, normalement, une fois qu'il est révisé, c'est 6 ans. Et après, on révise que quand il y a des enjeux différents. Donc là,
l'état des lieux datait de 18 ans, de 2003, et il y a eu cette voilà, qui est un peu moins complète sur les interflux, c'est-à-dire sur les zones en haut de pente, comme certaines forêts. Il y a beaucoup de forêts sur le nord du bassin versant. Mais Voilà. déjà, c'est important quand même. Voilà, donc on doit mettre en ligne, c'est l'amélioration de concertation, déjà tous les avis d'usage sur les PLU, etc., qu'on n'a pas de place sur le site pour le moment pour mettre ça, il faut les mettre pour que tout le monde puisse les consulter. Donc c'est une demande qui est ressortie de réunion de la clé. Voilà, et puis des documents techniques. Voilà. Et sinon, des documents généraux sur le sage, il y a un site qui s'appelle Gesto, où il y a tous les sages avec déjà beaucoup de documents dessus. Je vais rebondir sur cette question-là. Tout à l'heure, pendant la balade urbaine à Épinay, vous donniez un exemple de comment dire, un aménagement qui avait été réalisé par le SIAGE et qui avait été ensuite, plus tard, par une collectivité un peu modifié parce que la connaissance de cet aménagement avait été perdue. Et depuis, donc, vous aviez enregistré dans votre système d'information géographique, répertorié tous ces aménagements. Donc, un petit peu dans la continuité de cette question, est-ce qu'à destination notamment des collectivités, il y a moyen d'accéder au contenu de ce système d'information géographique, puisque c'est des enjeux qui concernent de plus en plus les collectivités, tout concessionnaire confondu, etc. Et donc c'est des bases de connaissances essentielles aussi pour éviter les loupés techniques. Excusez-moi. Oui, donc là, il y a un outil qu'on avait mis en place qui s'appelait ElixWeb, c'est l'accès au SIG pour toutes les collectivités, les bureaux d'études et les services de l'État, qui ne marche pas bien. On a très peu de demandeurs, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 communes. Voilà, on a essayé de faire la publicité pour ça dans beaucoup de réunions. Et là, donc, on est en train de migrer sur un logiciel qui est beaucoup plus connu, qui est ArcGIS, qui est vraiment le standard comme Microsoft pour... voilà, donc l'outil va être en fait copier-coller sur le nouveau logiciel. Et dès qu'il sera mis en place, on refera de la publicité. Le but pour nous, c'est très intéressant, parce qu'il y a tous les documents, toutes les couches qui servent aux communes pour faire leur projet. Voilà, et puis de façon plus simple, quand n'importe quel bureau d'études fait un projet ou une collectivité, donc dans le cadre des demandes de renseignements, on donne tout ce qu'on a sur le... Voilà, mais ça c'est plus technique. Peut-être que vous étiez trop en avance sur votre temps et que c'est seulement maintenant que les collectivités se saisissent de ces outils techniques. Après, ça ne sera pas directement ArcGIS, mais ça sera en fait un interface interactif qui permettra finalement de valider les couches qu'on souhaite avoir. Donc ça sera vraiment accessible à l'ensemble des personnes, même les citoyens. Donc il faut demander un code d'accès. Nous, on donne des droits en fait à tous les gens qui le souhaitent dans les communes, aussi bien services qu'ils veulent. Je vais enlever mon masque. Philippe Grippon, donc je suis le président du club de kayak d'Épinay. Je suis dans la région depuis environ 30 ans. J'ai vécu la large bétonisation des ouvrages régulateurs des crues dont on connaît maintenant l'usage. Je suis quand même un tout petit peu étonné parce que on parle d'étiages qui vont être catastrophiques et c'est vrai qu'on les vit régulièrement. On a complètement renoncé à du stockage d'eau en amont ou des choses comme ça. Et pour nous, en tout cas, la destruction des barrages régulateurs pose quand même quelques problèmes de pratique dans la pérennité de la pratique, surtout en période d'étiage. Alors par rapport à ça, l'intérêt en fait des abaissements de barrages, c'est d'avoir une rivière qui coule. Les problèmes aujourd'hui, c'est que même si on a l'impression qu'il y a plus d'eau, c'est vrai que les niveaux d'eau sont plus élevés quand on a les vannes fermées, mais le problème c'est qu'on a une eau qui est stagnante, et donc là ça favorise la prolifération de cyanobactéries, une réduction de la demande en oxygène, et finalement ça a un impact assez sévère sur la population piscicole. On ne fera pas à l'histoire, mais les gens... La température des cours d'eau qui augmente aussi beaucoup, le fait qu'il y ait des biefs, voilà. Donc l'eau courante est quelques degrés plus basse. Les biefs sont là depuis plusieurs centaines d'années, et donc les gens s'en sont accommodés. La réflexion, elle tourne autour plutôt de la construction de ces barrages, qui en fait étaient des barrages qui bloquaient uniquement la partie supérieure de la rivière et qui ne respectaient pas, comme faisaient nos anciens les moulins, un vannage par le bas qui permettait l'évacuation des alluvions. Donc
on a bien vécu cette problématique dans les années 70 de bétonnage à outrance là, de tous nos ouvrages sur lesquels on pouvait jusqu'à présent naviguer. Donc ces vannages-là ont posé vraiment des gros problèmes. On est ravis qu'ils soient détruits. Des problèmes y compris de mortalité, puisque derrière il y avait des rappels hyper dangereux. Voilà. Donc là je vais répondre à ta place comme je connais un peu l'historique plus âgé. Donc en fait les barrages ont été construits à la suite de la crue de 1978. Voilà, il y a eu un qui a fait énormément de dégâts. Et en fait à l'époque les droits d'eau étaient beaucoup plus respectés, bien que les moulins se soient arrêtés entre les années 50 et 70, il y avait toujours cette notion des propriétaires de moulins de ne pas modifier. Et donc, quand on n'avait pas le droit de bouger le niveau de l'air de plus de 30 cm sans autorisation. Donc, en fait, qu'est-ce que sont ces clapets? En fait, c'est le remplacement des seuils qui étaient fixes par des clapets mobiles qui sont ouverts sous une consigne de niveau. C'est-à-dire que, effectivement, donc, pour ne pas que le niveau monte, donc c'est le barrage qui baisse régulièrement pour respecter en fait le niveau. Donc maintenant c'est très différent depuis la loi de 2006, la LEMA, qui interdit les curages et qui, comme solution naturelle, fondée sur la nature, prône l'autocurage, c'est-à-dire qu'on laisse courir la rivière pour que les sédiments soient relargués vers l'aval. Voilà, donc, et par contre, effectivement, sur le fait que ce soit des clapets qui s'abaissent plutôt que des vannes guillotines, quoi, voilà, donc pour la continuité écologique, effectivement, c'est mieux d'avoir des vannes comme sur les moulins. Par contre, quand il y a une très grosse crue au niveau de l'efficacité et de l'entretien, c'est beaucoup plus compliqué. Ça se coince, ça se bloque beaucoup plus facilement. Donc le clapet, en fait, a été choisi pour vraiment un problème de gestion, d'entretien. Voilà, pour la continuité écologique, en fait, c'est mieux d'avoir une vanne de fond. C'est clair, à ras du fond de la rivière. Les moulins faisaient les deux, il y avait toujours un déversoir par le dessus et les vannes clapées par le dessous. Voilà, mais par contre, vous dites que ça existe depuis des siècles, mais l'envasement des cours d'eau existe en fait depuis le Xe siècle, depuis les premiers moulins sur Lierre. Donc c'est un problème, les rivières se sont petit à petit remplies de vases, parce qu'en fait, les moulins, il y avait les déversoirs latéraux, voilà, mais qui bloquaient la vase. Et par contre, les vannes, et c'était une toute petite partie du lit, si bien que les propriétaires de moulins les ouvraient pour réguler l'eau, en fait, c'était qu'une toute petite zone de vase qui s'en allait. Voilà, donc c'est d'où l'objet de la loi de la LEMA, qui prônait vraiment l'arasement des seuils pour que tous les sédiments soient entraînés. Voilà, mais c'est effectivement, après, techniquement, les clapets mobiles sur la continuité, c'est pas forcément la meilleure chose, bien que la continuité, le but c'était de rétablir la continuité en crue, mais à l'étiage, elle n'était pas. Ce qui mettait les riverains victimes de crues dans des états pas possibles. Enfin, ils voyaient, dès lors que la crue arrivait, ils voyaient les vannes descendre et ils ne comprenaient pas bien pourquoi on leur avait vendu des ouvrages régulateurs de crue, quoi. Oui, mais en fait, là, effectivement, sur Lierre, c'est assez spécial. C'est-à-dire que, contrairement à des cours d'eau où on ferme des vannes pour remplir les zones inondables, le cours de Lierre aval est très très urbain, mais on applique quand même ces consignes sur la plaine d'Épinay, où on inonde d'abord en priorité la plaine d'Épinay, et on ouvre à l'aval pour qu'il n'y ait pas d'eau près des maisons. Voilà, mais à un moment, il faut bien que le niveau de la plaine d'Épinay monte pas trop haut pour que les maisons de Brunois et de Mende ne soient pas inondées. Voilà, par contre, vous avez des cours d'eau où on ferme un clapet pour inonder toute la zone inondable. C'est ce qu'on appelle les zones d'expansion de crue. Donc, on va mettre en place une zone d'expansion de crue à Oussoir-la-Ferrière qui répond vraiment à ce que vous dites. Et sur le barrage aussi d'Evry-les-Châteaux, là, enfin... Il y aura a priori un ouvrage après, donc ça, on doit commencer la médiation avec les agriculteurs, la profession agricole, donc à Ozoir-le-Voulgis, voilà, sur les communes de Soignol, Ozoir. Voilà, donc on a présenté en commission le projet. Maintenant, il y a un gros travail qui est à faire avec tous les interlocuteurs, tous les usagers. Voilà, donc là, on va passer
passer à un marché de médiation pour faire ce travail. Je peux encore poser une question. Plus près d'Épinay, vous m'avez dit que vous alliez revoir le bras de la machine. Ouais, bon, il y a, dans la continuité écologique... le bras de la machine, peut-être pour les gens qui oui, sont donc c'est pas le barrage, archi-initiés. Oui. En fait, c'est un bras qui est à l'aval d'Épinay, qui est d'un côté sur Brunois et de l'autre... voilà, donc c'est au niveau du moulin à huile. Du moulin à huile d'Épinay, voilà, devant la mairie, très près d'ici. Il passe en fait sous le moulin à huile, dans le petit pont qui enjambe l'Hyères, enfin pas l'Hyères, mais justement le bras de la machine, du côté du moulin à huile. Donc là, sur ce projet, donc, il y a eu un premier travail qu'on a fait dans les années 2000 déjà pour le réhabiliter, et le seuil est resté fermé en haut. Vous aviez du reste énormément tenu compte de nos avis à ce moment-là. Ouais, on n'est pas parfait. Et donc, en fait, comme le bief de Brunois, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'habitations, on ne va pas pouvoir baisser le niveau autant qu'ailleurs. Donc, le fait d'améliorer l'écoulement par le bras de la machine pour faire la continuité piscicole est la solution qui risque d'être retenue. Voilà, les études vont démarrer et tout le monde pourra... Et donc, de fait, ça va baisser le niveau du bief jusque... Non, le but justement, c'est de faire une ouverture pas trop grosse pour que le niveau ne baisse pas trop. Parce qu'en fait, il y a des enjeux de stabilité des bâtiments à l'amont sur Mandres et Brunois qui font que la continuité, l'arasement total coûterait une fortune en mesure de confortement de berge. Voilà, voilà. Il y a un deuxième bief qui est le bief de Hyères du fait du site classé de Caillebotte au niveau de l'architecture, etc. Où là, c'est plutôt des enjeux patrimoniaux. Et il y aura sûrement des aménagements semblables. Par contre, tous les autres barrages... Est-ce qu'on pourra demander une continuité de la navigation canoë-kayak à partir de ce bief qui nous permettrait d'éviter de porter sur les vannes rouges? Oui, mais... Ou sur le moulin Brunois. Brunois. Que vous veniez justement, parce qu'effectivement, il y a... Bon, moi, je suis kayakiste, donc ça m'intéresse beaucoup aussi. Je l'ai descendu plusieurs fois. Mais effectivement, quand il y a eu plein d'ouvrages, vous étiez assez peu associés. Voilà, par contre, l'Hyères n'est pas une rivière qui a suffisamment de débit pour assurer tout le temps le kayak. Voilà, il y a eu des années comme des années de sécheresse 76, 2003, 2005. Il y avait quasiment, moi j'étais à l'époque à Évry-Grégy, c'était des cailloux, il n'y avait plus d'eau du tout, il y avait quelques petites mares. Voilà, donc il y a forcément des périodes où on ne peut pas naviguer. À partir de Comble-la-Ville ou à partir même de Varennes-Jarcy jusqu'à l'embouchure, on arrive à naviguer quasiment toute l'année. Oui. Voilà. Donc il y a bien entendu votre demande. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Je veux juste faire une petite précision, c'est que dans vos présentations, la présentation sur les zones concernées, Natura 2000, etc., vous ne parlez pas de la zone classée de la vallée de Hyères. Oui, non. On vous l'a déjà signalé, mais je vous le redis. C'est différent en fait. Là, il a parlé des enjeux vraiment naturalistes en fait. Voilà, donc la zone Natura 2000 pour l'Hyères, c'est vraiment le lit mineur de l'Hyères, lié à 3 espèces de poissons dans la l'endroit d'eau douce, qui étaient rares. Donc les actions qu'on fait dans le cadre du contrat permettent d'atteindre le bon état à ce niveau-là. Mais par contre, l'aspect classé plus un aspect paysager, patrimonial au titre de la loi de 1930, c'est pour ça que ça n'a pas été mis dans l'exposé, mais c'est pas pour ça qu'on ne tient pas compte dans le projet. Est-ce qu'il y a déjà une évaluation de fait sur l'exercice de renaturation sur Boussy-Saint-Antoine? À Boussy-Saint-Antoine, on a baissé Rochaud. Voilà. Et quels sont les résultats? Est-ce qu'on a déjà commencé une analyse?
est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je croyais qu'on avait envisagé un an et demi d'analyse, enfin d'expérience, et puis après on voyait si c'était bien ou pas. Là, on travaille avec un partenariat avec l'Office national de la biodiversité, l'Office français de la biodiversité. Donc on a fait des mesures avec eux avant sur l'état piscicole. Il y a eu un point il y a quelques mois et on doit, en fonction dans le cadre des travaux de compensation qu'on doit mettre en place, là, on vient de faire la demande de subvention pour l'étude au niveau de l'agence de l'eau. Donc on doit reconnecter en fait les rues du fait de la baisse du niveau de l'Yerre, donc le rue de Rochot et le rue du Gore sont asséchés, donc il y a des travaux à faire pour reconnecter les zones humides. Il y a la fin de l'arasement du seuil, la dépose des clapets mobiles, maintenant qu'on a vu que c'était pertinent. Il y a des replantations d'épicides parce que l'année, 2 ans après, 1 an et demi après l'abaissement, il y a eu un automne très très venté, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés, donc il va y avoir aussi de l'amélioration de la répulsive. Voilà. Et tout ça, en fait, dans le dossier, il y aura un débat justement avec les aspects vraiment naturalistes. Voilà, il y a une évaluation, mais même on a fait la même chose au clapet de Mongeron de la plaine d'Épinay. Donc tous les ans, on photographie, on voit l'évolution des bancs de sable. Ça me paraît très important de pouvoir valoriser ça, d'expliquer ça aux gens, de vulgariser ça. parce que, voilà, donc la qualité piscicole de l'Yerre, donc on a des pêches régulières sur plusieurs sites pour évaluer l'évolution du nombre d'espèces, ce qu'on appelle l'indice poisson, le nombre d'espèces piscicoles. Voilà, la communication note bien qu'il faut vulgariser en fait. Puisque vous parlez de vulgarisation, pour quelqu'un qui n'est pas au fait de ces sujets, est-ce que vous pouvez dire clairement ce que ça signifie, cet état piscicole de l'Yerre, etc. Concrètement, vous faites quoi et pour quels résultats? Donc, en fait, comme beaucoup de rivières en France, dans les années 60, voilà, où il y avait encore énormément d'assainissement qui arrivait dans les cours d'eau, le gros progrès de qualité, il a été fait dans un premier temps par le raccordement de toute la zone urbaine à l'usine de Valenton. Donc il y avait quasiment plus d'usine. Voilà, on était parti de 3 ou 4 espèces dans l'Yerre à cette époque. C'était impressionnant, il n'y avait quasiment plus rien à part les poissons-chats. Et petit à petit, on a travaillé après sur la dépollution des eaux pluviales qui ont aussi un impact très très fort. Là, plus récemment, la directive cadre qui obligeait surtout les grosses agglomérations à se mettre en conformité dans un premier temps, donc mise en conformité de Valenton, de station intermédiaire. Et sur l'Yerre, soit la partie urbaine aval va à l'usine de Valenton, qui est une énorme usine, la deuxième de France en fait, soit c'est des minuscules petites stations d'épuration, tous les villages de la Seine-et-Marne. Et donc ça, c'était la dernière phase de mise en conformité. Là, il y en a 6 dans le contrat, c'est ça, à remplacer, plus, je crois qu'il y en a 6 là, dans les 5 ans. Exactement, il y en a 9, mais il y en a 3 sur lesquels les projets ils ont déjà été terminés. Ouais. Donc il en reste 6 à mettre en place, et puis il y en a à améliorer aussi. Voilà. Et donc les stations d'épuration en amont, elles sont très importantes pour ce qui est de Podébaki, c'est-à-dire que comme le niveau de l'Yerre va baisser plus en été, la dilution va être moins forte, et si les stations d'épuration ne marchent pas bien, ben, en gros, tout le début d'Yerre, ce sera des égouts, quoi. En gros, si le traitement est mauvais. Et par contre, il y a un truc qui est dur à faire parce que c'est cher, c'est dans les petits villages, il y a encore beaucoup de réseaux unitaires, c'est-à-dire mélange de trop plein de fausses septiles dans le réseau d'eau pluviale. Et en fait, on le sent d'ailleurs à l'odeur de l'Yerre, quand il y a un très gros orage, effectivement, il y a pas mal d'osés. Qui fait du kayak, on sent l'odeur des égouts après un gros orage. Voilà, donc ça, ce sera beaucoup plus long à mettre en place. Et puis la mise en conformité des installations privées, voilà, qui est aussi très très importante. Voilà, sachant que la moitié du réseau est publique et l'autre moitié elle est dans les jardins. Voilà, donc la pollution elle est très très diffuse. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie de contrôler beaucoup. Donc là il y a un projet qui s'appelle Baignade en Seine, qui a été initié dans le cadre des Jeux Olympiques, où l'État met beaucoup d'argent, l'agence de l'eau en fait, pour accompagner
collectivités locales pour faire plus de contrôle. Voilà. Et la loi climat qui vient de passer met une couche supérieure, c'est-à-dire quand les gens se mettaient pas en conformité, nous on doublait la redevance d'assainissement et maintenant la loi va quadrupler la redevance d'assainissement. C'est-à-dire qu'avant on se disait en 4 ans ça vous coûte bien moins cher que de faire les travaux de doubler la redevance, mais maintenant ça devient assez équivalent, donc je pense qu'il va y avoir un mouvement. Donc on vient de délibérer, la loi est passée au mois d'août, donc on a déjà délibéré, ce sera un bras de levier très fort pour que les gens se mettent en conformité. Et du coup les aides ont vraiment beaucoup augmenté pour les gens qui polluent beaucoup. Voilà, donc il y a la carotte et le bâton, il y a les deux, la loi elle est pas mal faite à ce niveau-là. Puis après aussi, pour ajouter, l'état piscicole, il dépend aussi beaucoup de l'hydrogéomorphologie des rivières. Donc par exemple, pour l'Yerre, il y a une réelle importance à rétablir une réelle continuité écologique, parce qu'il y a beaucoup d'espèces, typiquement l'anguille, qui ne peut pas remonter l'Yerre à cause des seuils. Donc, par exemple, beaucoup de poissons, il y a beaucoup de seuils qui sont au-dessus de 10 cm, et pour des poissons, franchir les passes à poissons avec des petits rosseaux à 10 cm, c'est juste impossible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu aussi une disparition des espèces dans l'Yerre, qui, grâce finalement aux actions qui sont entreprises dans le contrat, permettra de rétablir cette continuité écologique de l'Yerre et ses affluents. Les berges minérales, d'essayer de les remplacer le plus possible par du génie végétal, des trucs qui font de l'auto-épuration. Solution fondée sur la nature, voilà un exemple. Puisque vous avez évoqué la notion de taxe d'assainissement, j'ai une question qui me vient, qui est peut-être un peu hors sujet ou farfelu. Il y a de plus en plus de personnes qui équipent leur maison, on va dire, de systèmes de récupération d'eau de pluie, en vue notamment d'arroser leur potager. Mais certains aussi, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, me disent moi je suis à la pointe du progrès parce que j'alimente aussi ma chasse d'eau avec l'eau de pluie récupérée. Sauf que pour en avoir parlé il y a quelques temps, ça pose un problème justement de paiement de l'assainissement des eaux usées qui en découlent. Donc à la fois il y a un enjeu lié à... Alors là c'est pas de l'économie d'eau parce que ça reste un litre d'eau, au lieu d'arriver par le robinet, il arrive par le ciel, mais ça reste un litre d'eau. Néanmoins, si c'est autant d'économiser sur le réseau, enfin, sur la potabilisation de l'eau, est-ce qu'il y a un mécanisme légal X, Y, Z, je ne sais pas, réglementaire, qui permettrait à terme de traiter ce type de cas de figure, s'il y a un intérêt à grande échelle? Je pense qu'il doit pouvoir y avoir un intérêt à grande échelle. Et à contrario, si je prends l'extrême inverse, qui est certainement très utopique, est-ce que le SIAG, à travers le SAGE ou autre, je ne sais pas, pourrait être préconisateur en termes d'équipement de toilettes sèches, de bâtiments publics, même à titre expérimental dans un premier temps, et petit à petit, de manière, là encore, à économiser de l'eau qui pourrait être utilisée de manière plus noble que pour tirer la chasse d'eau. Voilà, je sais que culturellement on part d'extrêmement loin, mais est-ce qu'un SAGE n'est pas un outil justement qui peut permettre d'intégrer ce genre de notion, qui est aussi fait pour un peu peut-être bousculer les esprits, surtout si on se projette sur du moyen, long, très long terme? Donc la première question sur l'eau. Donc de la même façon que quand vous prenez de l'eau du robinet et que vous en prenez pour l'arrosage, vous pouvez mettre un deuxième compteur, voilà, pour ne pas payer la taxe d'assainissement sur l'arrosage du jardin. Il y a maintenant une norme par rapport au pays nordique, on était très en retard, il n'y avait pas de norme pour mettre les réseaux séparés d'eau pluviale et d'eau du robinet dans les utilisations toilettes, etc. Donc il y a eu pas mal d'avancées. Donc dans les écoles, il y a, pour les petites classes, je crois que c'est 11 ans l'âge, on n'a pas le droit d'utiliser l'eau pluviale. Je crois que c'est ça la différence. Dans les collèges, c'est autorisé. Pour des questions sanitaires? Oui, dans les équipements, à condition d'avoir un double circuit. Donc c'est des robinets verts, je crois, la norme du CFTB qui a été faite. Et par contre, par rapport au début de la question, quand vous utilisez pour du lavage qui va dans l'assainissement des toilettes, vous êtes obligé de le déclarer normalement.
mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne le déclarent pas. Effectivement, pour les redevances d'assainissement, en fait, il y a un service qui est rendu derrière pour l'épuration, alors que la personne ne paye pas de redevances. Mais au moins, il y a un cadre réglementaire qui prévoit ces cas de figure-là, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques même années. quand on utilise de l'eau d'un puits ou qu'on fait un puits, on doit le déclarer en mairie. Et là, c'est pareil, c'est pas aussi acheté en mairie, les formulaires en mairie qu'il faut déclarer. Et puis sinon, la dernière question, les toilettes sèches. Moi, je connais que 2 cas en fait, de toilettes sèches actuellement. Jardin familial de Crône, qui en ont mis en place, qui nous avait questionné il y a quelques années. Et là, on a un projet à Périgny, donc au niveau de la maison de la nature, là, dans les... Ah ben oui, mais je suis content d'apprendre. Il y en a peut-être d'autres, j'en On connais. est très content d'avoir appris qu'on va nous changer ces toilettes sèches que mon association s'était honorée de nettoyer, et franchement c'était une vraie corvée donc on va nous en apporter parce qu'on a gagné un concours, enfin, on a gagné une grosse subvention de la région. Et donc, ça sera, je pense, un système bien meilleur que celui que nous avons, qui est vraiment... Voilà, donc ce qui est récent, donc il y a eu une question parlementaire il y a 2-3 ans, je crois, qui, depuis qu'il y a eu la réponse positive, donc les toilettes sèches sont assimilées aux dispositions des systèmes d'assainissement autonome. C'est assez récent, c'est une question qui était en 2017 ou 2019, je ne sais plus. Voilà, donc du coup, les gens de Périgny qui ont posé la question, il y a eu plein d'éléments là-dessus pour leur répondre. Mais avant, c'était... voilà. Et donc, c'est des toilettes qui fonctionnent, pour ceux qui ne savent pas, avec de la sure, en fait, on met une quantité de sure régulièrement dans les toilettes. Voilà, préconiser, c'est plutôt préconiser des solutions innovantes, oui, toilettes sèches. Il y a aussi l'agence de l'eau, essaie de faire sur des très gros projets, comme la rénovation de l'aéroport d'Orly, des toilettes où on sépare l'urine des matières fécales, en fait, voilà, pour réutiliser, ce qui facilite grandement le traitement en voilà, aval. je ne sais pas si tu as plus d'infos que moi comme des jeunes, qui est plus dans le technique. Par rapport à la réduction d'urine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient réfractaires, qui trouvaient ça assez impropre, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que fabriquer les produits phytosanitaires ou les engrais azotés, ça demande énormément d'énergie. Et aujourd'hui, dans un contexte où on essaye de réduire les énergies sur le territoire pour améliorer les bilans carbone, cette séparation d'urine, ça a des réels intérêts. Ce qui est remarqué, c'est que finalement, on produit des engrais qui sont beaucoup plus propres que ceux qui sont issus de l'industrie pétrochimique. Et donc là-dessus, il y a la région Île-de-France qui fait beaucoup de recherches justement pour développer ça à grande échelle en Île-de-France. Voilà, pour pas utiliser du nitrate d'ammonium. Donc c'est pas quelque chose qui pourrait trouver place dans un SAGE, par exemple. C'est un peu hors sujet, à la marge, ou... Aujourd'hui, non. Par exemple, on voit l'état chimique qui dépend également beaucoup des produits type phosphore ou azote. Donc aujourd'hui, d'avoir du recyclage d'urine, ça peut avoir un réel intérêt, considérant l'impact qui est un peu moindre qu'aujourd'hui les produits qui sont actuellement employés et surtout en grosse quantité. D'accord. Voilà, donc c'est des systèmes qui peuvent être très bien pour des énormes constructions neuves. Il y a beaucoup d'équivalents habitants, en fait, vu qu'il faut des toilettes un peu spéciales qui arrivent à séparer. Voilà, c'est intelligent. Voilà, donc effectivement, est-ce que le SAGE peut favoriser des solutions Voilà, toute la question est là, parce que dès l'instant que ça intègre un tel document, ça a valeur de préconisation, voire... Mais typiquement, oui, ces solutions, ça pourrait rentrer dedans. Sachant qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de sites où ces types de toilettes pourraient être construits. Donc c'est sûr qu'à l'échelle individuelle, c'est très coûteux, donc pour le moment, ça n'a pas d'intérêt et c'est complexe à mettre en œuvre. Mais par contre, sur des collèges, des écoles, ou les lycées, voire d'autres sites plus importants, là, ça a un réel intérêt et ça pourrait figurer totalement dans les règlements. Il y a des tests, je crois, c'est Orly, les plateaux de Saclay. Je ne vous entends pas.
avait dit que c'était sur Orly et le plateau de Saclay aujourd'hui les tests qui sont effectués. La gare de La Rochelle aussi, a des toilettes sèches. Toute neuve. Voilà, elle est en réflexion. Il y a plusieurs zones, zone 1, zone 3. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir qu'une seule zone, hein? Ces zones humides et zones humides. Voilà, il n'y a pas de. Moi, je sais que ça poserait problème pour beaucoup de constructions, mais beaucoup de PLU, mais bon, avec. Très intéressant. Ça clarifierait les choses plutôt que d'avoir des dossiers qui sont. Les zones humides, donc pour le moment, le SAG de Lierre dit que dès qu'il y a une opération de plus de 1000 m², voilà, il y a la contrainte à ce niveau-là. Il y a des sages ou des règlements qui ont été plus drastiques. Voilà. La difficulté au début qu'on a connue beaucoup sur le monde, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui avaient émergé avant la loi et la cartographie que mettait à disposition la Drieux, et qui mettaient beaucoup d'élus dans des positions très très compliquées, c'est-à-dire qu'ils avaient dit oui avant d'avoir pris connaissance que leur territoire était en zone humide. Voilà, donc je pense que maintenant ça va être beaucoup plus facile d'être plus restrictif sur les zones humides, maintenant que c'est vraiment rentré dans il y a une bonne information de l'État quand on fait un permis de construire. Le SIAGE et d'autres collectivités relaient dans l'avis du permis de construire l'aspect zone humide. La commission locale de l'eau, donc c'est un des points qu'elle analyse dans ses avis à la fois sur les opérations et les PLU. Voilà, plus on appréhende les choses à l'amont, plus on est efficace. Donc dans les PLU, c'est de classer les zones humides en AZH agricole, zone humide, ou LZH naturel, zone humide, qui permet déjà quand quelqu'un regarde le PLU avant d'acheter quelque chose, il sache déjà qu'il y a la contrainte des zones humides, voilà, donner plus de visibilité à ça. Et puis après, effectivement, on peut, dans le cadre du SAGE, voilà, mettre un débat sur est-ce qu'on est plus restrictif, est-ce qu'on descend à des zones d'une surface un peu plus basse pour donner une contrainte forte. Voilà. Par contre, nous, on donne des préconisations, même quand il n'y a pas les 1000 m², on dit de faire attention, vous êtes sur une zone humide, et, voilà, et on dit... C'est vrai, justement, nous, enfin, pour un certain dossier, on a vu le projet, il y avait des préconisations, mais après, le siège nous a dit, on donne les préconisations, mais après, c'est fait ou c'est pas fait, on ne fait pas de suivi. Donc c'est après... Sur les 1000 m², je peux vous dire que c'est suivi. La commune de Boussy-Saint-Antoine en particulier, il y a plusieurs projets de lotissement qui ont capoté à cause de ça. Oui, il y a eu des avis. On a arrêté un énorme projet à Vigneux, là c'est plus la Seine de ce côté, mais qui s'appelait la Perle Tropicale, un énorme projet immobilier sur la Darse de Vigneux parce qu'il était sur une zone humide. Voilà, mais effectivement, il y a sur les projets intermédiaires, peut-être que... Oui, c'est les projets intermédiaires, c'est vrai. Et des fois, bon, ils arrivent à couper un terrain de façon à faire 999 mètres carrés. Vous imaginez bien que le 1 m², il a été bien conduit. Je crois même qu'il y a une collectivité ou un SAGE qui interdit. Voilà, par contre, je sais qu'il y a des levées de boucliers que ça bloque tout. Je pense que c'est vraiment des trucs qu'il faut rentrer dans la culture et aller progressivement. Voilà, parce que même au SIAGE, il y a 10 ans, les gens qui n'étaient pas des techniciens au SIAGE se marraient quand on parlait de zone humide. Donc c'était pas du tout dans la culture des gens. Vraiment, la convention, il y a une convention internationale qui s'appelle Ramsar sur les milieux humides, qui date pourtant d'il y a très très longtemps. Elle n'a pas du tout été médiatisée et du coup, la perte de biodiversité vient de cette convention, voilà, où en fait il y avait vraiment que les scientifiques qui étaient conscients de ce problème et c'est arrivé dans la gestion courante des milieux, mais vraiment bien plus tard. Je vous dis, au siège, nous on a eu des réunions avec des administratifs du siège, ça les faisait rire quand on parlait de zone humide. Ça veut dire que c'était très mal connu, très mal expliqué. Voilà, mais je pense que c'est vraiment un truc, il faut y aller régulièrement, mais sûrement, pour qu'on en détruise de moins en moins.
Après, justement, par rapport à ça, il y a quand même, comme disait Eric, des gros projets qui ont été, des gros progrès qui ont été réalisés, notamment l'État qui a fait beaucoup de documents pour vulgariser ce qu'est une zone humide, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions et aujourd'hui c'est difficile de reconnaître ce qu'est une zone humide et surtout mettre en avant les fonctionnalités des zones humides. Donc, l'État a fait quand même beaucoup de choses ces dernières années, et notamment en 2020 où il a produit des très beaux documents, et je pense qu'aujourd'hui ça va être de plus en plus intégré dans les politiques. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de départements qui sont de plus en plus restrictifs. Et cette limite des 1000 m², ça se trouve, elle va être amenée à évoluer, parce que c'est vrai que cumuler, par exemple, si on perd 200 m², plus 500, plus 700, ça fait un sacré paquet de zones humides. Donc on reste quand même assez averti par rapport... dans le règlement, certes, c'est la limite de 1000 m², sur lequel après c'est interdit, mais en dessous, on est quand même ultra vigilant. Mais pour vous dire qu'on s'y attache, Monsieur Guy Geoffroy, le président de la Clé, on fait des réunions avec des maires spécifiques sur un projet sur Lésigny, sur un projet près d'Euro Disney où il y a ce problème pour un complexe hôtelier qui vont être bloqués, à mon avis, les deux. À Lésigny, c'est pas sûr parce qu'il y a l'enjeu logement social, donc je ne sais pas ce que l'État va décider, mais disons qu'il y a vraiment un débat pour que ça se fasse le moins possible. Par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, dans les solutions compensatoires, l'objectif, c'est de produire des documents où les solutions compensatoires soient beaucoup plus élevées que finalement d'impacter la zone humide. Donc, de ce côté-là, on travaille quand même pour justement développer des solutions compensatoires qui soient, on va dire, de plus en plus réduites sur le territoire avec moins de sites. Mais quand finalement on fait de la compensation, on fait de la réelle compensation et on restaure l'entièreté de la fonctionnalité de zones humides qui soit disparues, soit moins. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, une des très grosses demandes dans le premier sage de l'IR, ça a été de démarrer par une étude sur les zones humides. Donc à l'époque, c'était Madame Le Fur, qui était présidente de Essonne Nature Environnement, qui insistait beaucoup là-dessus, vous aussi d'ailleurs, à l'époque. Voilà, donc on a essayé de... Ça coûte extrêmement cher, donc on avait une très forte ambition, mais après ça a été le budget, c'est une étude qui a coûté pas loin de 300 000 €, et si bien qu'elle est précise plutôt près des cours d'eau, elle est moins précise, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les interfluves, et là, dans le cadre du contrat, on a inscrit un schéma directeur des zones humides qui doit définir les zones humides prioritaires qu'on doit restaurer le plus vite, protéger le plus, etc. Ce qui n'existait pas. Voilà, donc ça, c'est démarre en 2023 sur le comptoir. 23, je crois. Voilà, ça c'est pour moi une très bonne nouvelle. Mais il faudrait qu'on le sache, il faudrait le répandre, le dire. Vraiment, il y a un problème de pédagogie très très important sur qu'est-ce que c'est qu'une zone humide. Venez la voir, venez le voir. Là, à l'Épinay, nous sommes bien placés. Nous avons appris qu'il y a des zones humides qui vont renaître, parce que justement, c'est bizarre, mais on va abattre des arbres. Hein, et bien oui, ça va permettre à des zones humides de renaître. Et ça, c'est important. De même que le sillage, Eric, vous serez d'accord avec moi, le sillage a quand même très évolué vis-à-vis des inondations. Hein, on disait, on va protéger, on va construire Bon, aujourd'hui on dit zone d'expansion des crues. Zone d'expansion des crues. Et il faut laisser l'eau s'épandre. Eh bien, faisons tout notre possible pour que l'eau puisse s'épandre. Évidemment, comme on a eu quand même énormément de constructions en aval de l'IR, les zones sont vraiment très difficiles à trouver. Hein, voilà. Oui, donc là, il y a ce gros travail à la fois du papier et du contrat, c'est-à-dire que dans le plan d'action et de prévention des inondations, donc il y a eu un gros travail sur les zones naturelles d'expansion de crue au début, mais en fait, les réhabiliter coûtaient plus cher que les enjeux qui avaient qu'on préservait. Donc c'est pour ça qu'on est parti vers
Zec, sur la feria Zec à Zouer le Bouchis. Voilà, par contre, dans le contrat, c'est vraiment des choses qu'il faut continuer. Parce qu'en fait, c'est tout simplement que l'État finance la lutte contre les inondations, il regarde combien ça coûte et combien ça rapporte. Il compare sur une période. Est-ce que la dépense pour protéger les gens est compensée par je ne sais plus, c'est 10 ans ou 20 ans de protection des maisons, si elles sont renoncées 30 ans, je crois, plusieurs fois. Est-ce que c'est moins cher de faire la retenue, la protection, voilà. Alors que les subventions dans le cadre de l'agence de l'eau sont basées sur l'impact sur le milieu et sont beaucoup plus adaptées à ça. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas retenu ça dans le papier voilà, qu'on ne va pas essayer de le faire le plus possible. Voilà. Donc sur l'IR, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, les rivières avant étaient curées, souvent la pelle mécanique par les agriculteurs, et en fait on mettait le long de la rivière, ce qu'on curait, on le mettait sur le bord de la rivière, ça faisait des bourrelets qui pour toutes les petites crues empêchaient l'eau de s'épandre dans les plaines inondables. Donc le projet c'est de faire des brèches dans ces merlons pour que la plaine inondable se réalimente et que ça restitue. Par contre, ce que les études ont mis en place, c'est que pour les très grosses crues, de toute façon, l'eau passe par-dessus les bourrelets. Donc c'est très efficace pour les petites crues, en fait, d'ouvrir les bourrelets pour inonder. Ça régule les crues courantes, en fait, très très bien, mais pas les crues comme on a eu en 2016, par exemple. Là, c'est pas du tout. Oui, vous avez parlé de perles tropicales. Et comment va se réaliser la renaturation de Port-Premier et du réservoir de biodiversité de Vigneux, ainsi que le corridor écologique? Le réservoir de biodiversité de Vigneux. Oui, de Vigneux. Vous parlez du lac Montalbot? Non, au-dessus. Enfin, il en fait partie, mais au-dessus, toutes ces plaines agricoles et tous ces remblais. Ouais, donc là, on n'est pas sur l'IR, mais je vais vous répondre quand même. Donc, oui, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Nous, avec le conseil départemental et la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération est propriétaire du lac Montalbot et nous des autres plans d'eau plus à l'aval. Donc on a un gros projet qui est lié à la fois au renvoi naturel de l'eau du Rudoli qui draine Sénart vers l'Yerre et de dépolluer en fait les plans d'eau de Montalbot. Par contre, de l'autre côté de la voie ferrée, vers la Seine, donc c'est des terrains qui appartiennent à Aropa, le port autonome de Paris, où il n'y a pas de, pour le moment, il n'y a pas eu de, il n'y a aucun projet arrêté, ni par la commune qui est plutôt contre l'extension du port. Voilà, donc je ne sais pas comment vous répondre sur cette partie-là. Voilà, et sinon, en haut de Vigneux, voilà, je ne cite peut-être pas l'endroit exactement. C'est la partie qui est au nord de Vigneux, toute cette grande partie qui est au nord de Vigneux. Mais ceci dit, le maire avait dit que, par exemple, pour la darse de Port-Premier, il fallait engager 2 millions. Le siège devait engager 2 millions pour restaurer. J'ai pas très bien saisi, en fait, de quoi il parlait, vous savez. Non, la darse de Port-Premier, il y a le problème des péniches qui polluent l'eau. Oui. Et il y a un problème de vase industriel qui est lié à 2 usines. À la papeterie, une usine de papier, oui. une usine de pommes de terre qui n'existe plus maintenant. Par contre, c'est une darse privée. Donc nous, on a plus le rôle de pilotage et d'incitation que de maître d'ouvrage. Vu qu'on n'intervient pas, c'est une darse qui est pour le moment privée, quoi. Donc, voilà. C'est même très compliqué parce que pour les péniches, l'ADRIE nous demande de mettre en conformité, mais l'ADRIE en même temps nous dit qu'on n'a pas le droit d'aller sur les péniches, comme c'est le domaine privé, c'est très très compliqué. Voilà, mais c'est très pollué effectivement, ça Oui. un peu de cul. C'est juste pour ne pas vous mettre en défaut. Je suis la présidente de l'association des habitants de Port-Premier, c'est pour ça que je connais très bien le sujet aussi. D'accord. Donc, Enfin, on a fait partie des personnes qui ont fait annuler les projets immobiliers. Sur perles tropicales, les deux. Oui, d'accord. Les deux. Voilà, donc nous, on suit ça de près. Par contre, ce qui est compliqué, c'est le travail. J'imagine qu'à Port-Premier, vous avez des citoyens qui se connectent au réseau de refoulement qui sortent et d'autres pas du tout. Donc il y a une pollution liée aux péniches qui est forte aussi. On a beaucoup de coliformes fécaux. Oui, non, c'est un souci. Quoi. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas encore à trouver une solution pour réhabiliter tout le réseau. En fait, il faut réhabiliter tout le réseau d'assainissement. Qui est dans le ponton.
Oui, Voilà, c'est un peu compliqué, c'est une ancienne installation, on a demandé des subventions, etc. au Seine-Normandie, mais on est un peu bloqué par une administratrice. Donc, C'est pour vraiment information, compliqué. là, ce qu'il faut, c'est contacter le conseil départemental de l'Essonne. Il y a un contrat baignade en Seine qui est en train de se préparer. Et donc, il pousse vraiment les péniches à se mettre en conformité par rapport au raccordement aux EUG. Donc, vous avez mis votre nom sur la liste, là? Oui, j'ai mis mon nom. Et voilà, je viendrai vous voir et donc j'essaierai de vous mettre en relation avec le département là-dessus. Oui, je veux bien. Voilà. Et l'animateur du contrat, voilà, qui est une personne du conseil départemental. Il y a quand même des projets aussi Voilà, c'est pas lié, c'est la chaîne. par rapport à... Oui, mais on en dépend aussi. En fait, nous, on est pile poil parce que juste après, c'est l'eau de Sage. Oui, oui. En On fait, est vraiment au bord. Draveil n'y est pas et nous, Vigneux, on est vraiment au bord. oui, Vigneux, en fait, il y a le rue d'Oli qui est l'Yerre, qui est un affluent d'Yerre, et après, il y a une partie sur la chaîne. Il n'y a que Draveil qui n'est pas du tout sur le... Et justement, par rapport aux péniches et l'assainissement, étant donné que c'est très complexe, que ça demanderait des nouvelles technologies, il y a potentiellement des projets de doctorat qui vont être développés justement autour de cette problématique. Et donc là, ça a été évoqué par le département de l'Essonne, où justement, ils voulaient mettre en conformité les péniches. Et ça, on parle des péniches sur la Seine. Ouais. Oui, oui. Et sur les dards, Sur les dards aussi. Mais sur les dards, nous, normalement, on est connecté au réseau collectif. C'est juste que les pompes, elles sont HS pour la plupart. C'est tout. oui, c'est le problème. On a déjà notre propre réseau. En fait. Donc on est sensibilisé à ça, on essaye de raccrocher le problème des péniches au contrat baignade en Seine du conseil départemental de l'Essonne, qui devrait être signé en début d'année prochaine. Donc pour ça, il faut qu'on vous mette en relation. Tu étais à la dernière réunion, ils ont parlé de ça. Et j'avais une autre question, c'est les dossiers loi sur l'eau. En fait, j'aurais aimé que vous nous en parliez. Quand un projet impacte l'eau, enfin la gestion de l'eau, les dossiers loi sur l'eau pour les projets immobiliers ou autres, c'est 1 hectare, il me semble. Mais il y a aussi cet effet de cumul. Et cet effet de cumul, je ne l'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer un peu Héloïse, toi qui instruis. En gros, il y a les projets d'une certaine surface, mais certains projets échappent en fait au dossier loi sur l'eau, à la déclaration ou pour l'autorisation. Mais du coup, il y a aussi cet effet dans la loi qui parle de cumul de projets dans un secteur. Et en fait, je n'ai jamais compris cette notion-là, je ne sais pas comment l'appliquer. Je n'ai pas eu affaire non plus à ce type de projet. Moi, je reçois les dossiers que m'envoie la DDT. Est-ce que tu as eu des cas comme ça? J'ai pas eu de cas comme ça pour le moment, donc jusqu'à maintenant, je recevais les dossiers envoyés par la DDT qui instruit également le projet. Et donc, non, pour l'instant, mon ancienne casquette était au SMAGE, donc j'étais animatrice du SAGE des Deux-Morins. Et non, c'était surtout des projets par rapport à des stations d'épuration, etc. Il n'y avait pas de notion de cumul particulière. Après, par rapport à ça, on pourra revenir vers vous et vous apporter une réponse justement ultérieurement. On va se renseigner pour vous apporter la réponse le plus exhaustive possible. Les cumuls, on en parle aussi. Moi, je connais. C'est chiant ça, parce qu'on se retrouve avec des projets dans un. Je parle de Vigneux, mais il n'y a pas Vigneux, on est sur d'autres communes. Où on se retrouve avec des petits projets parsemés comme ça, et en fait, ils échappent toujours à une gestion plus compliquée. Oui, il y a même pour les eaux humides, on a eu des dossiers de 999 mètres carrés pendant 2-3 mois. Et puis il y en avait un autre qui arrivait à côté. Donc, il y a cet effet de cumul, mais je ne sais pas comment il fonctionne. Donc le cumul, moi j'ai des cas, dans le cas des dossiers de police de l'eau, en fait il y a l'histoire des déblais remblais qui est à l'échelle d'une parcelle cadastrale ou d'une unité foncière, c'est-à-dire plusieurs parcelles de la même personne, du même propriétaire. Et là, effectivement, l'État fait attention à ce que ce soit pris en compte sur l'ensemble. Par contre, sur d'autres thématiques, j'ai pas ça me dit rien dans les dossiers de police de l'eau, le cumul. Voilà, mais on va essayer de regarder, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais ça c'est dans les dossiers de la clé, ça me dit rien.
pour le moment de cas où se sont posés. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît Ozen, D'accord. E2N. D'accord. Ah, bah, je connais votre nom. Mais oui, mais Je suis J'ai le ici masque. aussi au titre de l'association Renard. Enfin, j'ai plusieurs. Vous l'avez déjà vu. Voilà, donc on va essayer de vous enseigner. D'autres questions? Juste, moi, j'aurais besoin que vous m'indiquiez sur la liste là, si vous êtes représentant d'association ou pas, justement. Voilà, c'est mieux pour le compte rendu que je serai amené à faire. Et l'autre chose aussi, c'est de dire que il y a un prochain moment ici même qui est prévu, c'est un forum, c'est ça, le 23. L'idée de ce forum, c'est de prendre plus de temps et de travailler les sujets. Vous en avez soulevé certains là, qui sont tout à fait intéressants et d'autres encore. C'est d'essayer que vous soyez un peu ambassadeur de cela auprès de vos associations, de vos adhérents, de façon à ce qu'il y ait un maximum de participants à ces temps-là, plus aujourd'hui encore. L'idée étant que chacun peut faire venir 2-3 personnes qu'il connaît, ou même une personne, voilà, que ça fasse un peu boule de neige, comme on dit. C'est l'idée. Donc, moi, j'ai envie de vous inviter à ne pas hésiter à parler de tout ça autour de vous et à venir revenir accompagner avec d'autres personnes, de votre association, de votre entourage pour le temps du forum. Sachant donc que ça aura lieu donc, le 23 à partir de 9h30, parce que l'horaire avait été décalé, c'est ça. Ouais. Et cette fois, c'est dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. Ah, d'accord. Hein, et non, mais c'est des choses qui avaient été décalées dès le départ. Après, je ne sais pas où ont eu lieu les confusions, mais voilà. Et du coup, comme on nous avait demandé une salle d'une 50aine de places, elle a cette capacité-là. Après, c'est important qu'on ramène du monde dans la limite de la jauge de la salle. Donc là, les forums, ça va être un peu comme les ateliers qu'on avait fait, avec des tables, des groupes de travail, plus sur ce concept. Non, le soir. Non, moi j'ai noté, la dernière information, c'est 9h30. Ah, pardon, oui, peut-être. On veut dire 21h. Non, c'est ça qui a été repoussé. Moi je parle sous contrôle du siège, parce que c'est le siège qui nous a transmis ces infos au niveau de la cote de la ville. Et moi j'ai peur qu'il y ait eu un peu de flottement à ce niveau-là. La dernière info qu'on a eue, c'est 9h30 Et c'est ici à Épinay, à l'hôtel de ville. Donc en fait, c'est juste que les horaires qui ont été indiqués au début c'était 14h30 dans le cas où en fait on prévoyait un repas, mais c'est vrai que ça fait trop d'heures de travail et donc on a raccourci à faire des. 23 octobre. Oui, le 23 octobre. Le samedi 23 octobre, 9h30, salle des mariages de l'hôtel de ville d'Épinay-sous-Sénart. Forum participatif.